Bienvenue dans le grand dossier sur LCI. Est-on entré dans un nouvel âge nucléaire? C'est la question que nous allons nous poser pendant 7 heures avec nos experts. Pourquoi? Eh bien parce que la guerre en Ukraine, elle a certes fait bouger les lignes, mais il n'y a pas que cela. Iran, Chine, Inde et Pakistan, des engagements possibles des États-Unis. Les piliers de l'ordre nucléaire sont ébranlés, mais ils ne se sont pas effondrés. C'est ce que nous dit notamment Bruno Tertrais dans Le Point. Elle dresse également les 4 scénarios auxquels nous pourrions être confrontés dans les prochaines années. Nous les regarderons attentivement et nous examinerons aussi la position de la France qui vient de conclure, vous le savez, un accord avec la Grande-Bretagne. La France qui muscle sa défense dans ce contexte nucléaire. Le nouveau bras de fer, c'est le thème de notre grand dossier. Oui, nous assistons au retour du fait nucléaire, de la prolifération des conflits majeurs. Et dans notre monde dangereux et incertain, il est un pilier de notre sécurité qui ne vacillera pas, c'est notre dissuasion nucléaire. Totalement et invariablement souveraine, elle garantit notre liberté. Et pour nous accompagner dans ce grand dossier, Samantha de Bendern, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Nous sommes également avec le colonel Michel Goya. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bruno Combi nous a également rejoint. Bonjour et merci, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Et Renaud Pila est également à nos côtés. Bonjour Renaud, le nucléaire qui est donc revenu en force depuis le début de la guerre en Ukraine. Menace agitée par la Russie dès les premiers jours, la Russie qui est la mieux équipée avec les États-Unis, mais d'autres pays s'arment, la Chine, la Corée du Nord, aidée par la Russie, sans parler de l'Iran. Dans ce contexte, la France, la Grande-Bretagne ont annoncé une coordination militaire, la possibilité d'un parapluie nucléaire entre les deux pays, même si chacun garde sa souveraineté. Un accord crucial en Europe entre les deux puissances nucléaires du continent. Et hier, Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, a cru faire ce rappel utile. On va l'écouter. La doctrine nucléaire de la Russie reste en vigueur et par conséquent, toutes ces dispositions continuent de s'appliquer. Voilà, à qui s'adressait-il, colonel Goya, Dmitri Peskov, quand il disait cela? Est-ce qu'il s'adressait à Donald Trump, qui vient d'annoncer un envoi d'armes via l'OTAN en début de semaine? Est-ce qu'il s'adressait à certaines puissances européennes? Il s'adresse à tout le monde en fait. C'est un message urbi et torbi. Alors c'est régulier en réalité. Donc on a l'impression que tous les mois, il faut que la Russie rappelle qu'elle dispose de l'arme nucléaire et qu'elle peut s'en servir éventuellement. Donc c'est un message dans le combat, on appelle ça du tir a priori. Vous avez une zone dangereuse, boum, vous tirez. Là c'est pareil. Vous faites une déclaration a priori. Vous envoyez un peu de nucléaire en l'air, ça fait pas de mal, ça fait toujours peur. Tout ça provoque toujours un effet. Et puis voilà, mais il ne faut pas y attacher en réalité beaucoup plus d'importance que ça. Oui, dans un contexte d'une doctrine qui a été élargie il y a quelques mois, Bruno Combi. Oui, tout à fait, Dmitri Peskov. Dès qu'on parle de nucléaire, dès que ses concurrents parlent du nucléaire, il en parle aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en reste. Donc c'est de la communication tout à fait normale, ça fait partie de la grammaire du nucléaire. Si vous voulez, quand quelqu'un commence à en parler de l'autre côté ou de vous menacer, vous parlez aussi du vôtre. Et comme l'a très bien dit notre président Emmanuel Macron, la France est dotée du nucléaire et est particulièrement bien dotée, puisque de manière souveraine et efficace. Nous sommes par membre, les petits pays, un petit pays, mais totalement doté à tous les niveaux. C'est-à-dire on fabrique les avions, les sous-marins, les armes, les missiles, on entretient tout ça nous-mêmes, c'est-à-dire que la France est totalement souveraine avec des armes non seulement d'ancienne génération, mais qui ont été renouvelées avec NG, la nouvelle génération, que ce soit pour les sous-marins, pour les missiles, pour les têtes. Donc on est particulièrement bien doté en France avec des armes modernes, puissantes, testée et efficace. On rappelle effectivement cet élargissement de la doctrine qui a été annoncé il y a quelques mois, une agression contre la Russie par un État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un État nucléaire sera considéré comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie, donc potentiellement beaucoup de puissances qui pourraient être concernées par... Ça, c'est la grande différence sur une nouvelle doctrine nucléaire. L'autre différence, c'est que la Russie intègre son allié biélorusse dans ce concept d'une attaque. Mais et si on se réfère strictement à la doctrine nucléaire russe, eh bien, la ligne rouge a déjà été franchie à plusieurs reprises par les Ukrainiens qui ont attaqué, par exemple, l'aviation stratégique russe. Alors, c'était pas avec l'aide d'armes occidentales, mais en ce qui concerne que l'Ukraine,
elle a porté atteinte, selon, si on interprète la doctrine de façon stricte, elle a déjà franchi la ligne rouge. Cette ligne rouge a déjà été franchie en 2024-2023, quand les Ukrainiens ont attaqué une base à Engels, en Russie aussi, donc une autre base d'aviation stratégique. Si vous voulez, jamais avec des armes étrangères, c'était toujours des armes ukrainiennes. Alors, avec l'attaque sur Engels, je crois que c'était des drones ukrainiens. C'était des drones ukrainiens. Bon. Mais si vous voulez, Poutine utilise sa menace nucléaire depuis le début de la guerre. C'est une menace qui fonctionne, parce que c'est pour cette raison-là que les Occidentaux hésitent à aider l'Ukraine. C'est cette peur du nucléaire russe. La Russie sait aussi très bien que si elle utilise son arme nucléaire sur un pays de l'Alliance, là, ce serait la destruction totale. Par contre, la Russie reste dans je pense, la croyance que de menacer l'Ukraine avec le nucléaire oblige les Occidentaux à se freiner. Et maintenant, il y a des informations qui ont été rendues publiques qui indiquent que la Russie pensait à l'utilisation du tactique nucléaire à Kherson fin 2022, au moment de la retraite russe et donc de l'avancée ukrainienne. Il y avait cette hypothèse qui avait été envisagée, et que ce seraient les Chinois et les Indiens qui auraient fait pression pour Poutine pour qu'il ne le fasse pas. Oui, effectivement, les rapports de renseignement confirment effectivement cette hypothèse d'une possible frappe à cette époque. Renaud Pilat, quand on écoute Dimitri Peskov, effectivement, est-ce que la France, la Grande-Bretagne sont aussi visées alors qu'elles viennent de conclure un accord sur une coordination militaire ? Oui, je rejoindrai Michel. Tout le monde est bien sûr concerné et visé, mais il me semble que plus que la France et la Grande-Bretagne, dont l'accord, certes, c'est la première fois que deux pays dotés nucléaires nouent un accord avec une sorte de coordination. Quand on regarde bien, je ne suis pas un expert total du nucléaire, mais le groupe de liaison et la garantie quand même de l'autonomie pour chacun des pays fait que ça reste, selon moi, assez symbolique. Non, je crois que c'est aussi une réponse au revirement de Trump. Oui. Qui effectivement change de façon spectaculaire de braquet, qui après avoir menacé le faible en bon businessman l'Ukraine, maintenant menace le fort, parce qu'il s'adresse à un roc qui est Poutine. Et à chaque fois que la Russie paraît inquiète, elle utilise la logorrhée nucléaire, mais c'est en parler pour ne pas l'utiliser. Oui. Voilà, c'est une menace. Donc c'est classique, et je pense que Poutine et ses proches savent que si jamais il y avait une frappe nucléaire, eh bien, il serait visé par l'OTAN. Alors, quand Peskov parle d'incitation extérieure, de qui parle-t-il ? On comprend en tout cas qu'il s'agit au moins de Donald Trump, qui vient d'annoncer l'envoi d'armes par le biais de l'OTAN. On va l'écouter, le président américain. Nous allons leur envoyer des armes et ils vont les payer. Les États-Unis ne paieront pas. Nous les fabriquerons et ils les paieront. Elles seront ensuite rapidement distribuées sur le champ de bataille. Voilà, un mécanisme qui lui permet aussi de respecter le America First, c'est-à-dire l'Amérique finalement pas impliquée. On vend à 100% à l'OTAN et c'est l'OTAN qui redistribue, nous on n'y est pour rien. Alors c'est encore mieux que ça, parce qu'il a fait un entretien à la BBC le soir même de cette déclaration, et il a dit, mais vous voyez, maintenant les Européens sont d'accord d'augmenter leur budget de défense jusqu'à 5%, et maintenant ils pourront acheter tout ce dont ils ont besoin. Donc pour Trump, c'est vraiment, c'est une façon de renforcer l'industrie de défense américaine. Pourquoi pas ? Il a raison. Après, ce sera aux Européens de décider à quel point on veut continuer à mettre en péril notre autonomie stratégique en continuant à acheter américain. Malheureusement, aujourd'hui, pour certaines armes, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Oui, mais quand même, Renaud, la France joue une petite partition différente, notamment la porte-parole du gouvernement en a parlé hier. Il y a ces informations qui diraient que la France ne participerait peut-être pas justement à ces achats d'armes américaines via l'OTAN. Oui, mais il me semble que la position exprimée par Paris est, je dirais, utopique, car de long terme.
le pilier européen de l'industrie de défense de l'OTAN, il est où? Est-ce que les Européens sont en économie de guerre? Emmanuel Macron avait parlé de l'économie de guerre il y a 3 ans. Mais il faut 3 ans justement pour construire une chaîne de production d'obus. Je ne parle même pas des chars, des missiles et à longue portée et du matériel blindé. Michel Goya donnera également son avis. On se retrouve là avec une position de souveraineté d'Emmanuel Macron et de la France qui est assez classique. Mais pourquoi elle est utopique et de long terme? L'Ukraine a besoin maintenant d'armes. Qui peut les fournir? Les États-Unis. Donc, et qui est convaincu que ce sont les États-Unis qui peuvent les fournir? Allemagne, Pays-Bas, pays nordiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés depuis des décennies au parapluie américain. Et ils ne pensent pas que l'industrie de défense européenne aura les moyens, parce que la crise de l'État-providence en Europe est là, moins en Allemagne, aura les moyens de construire une industrie de défense autonome. Et puis, dernière chose, si Poutine gagne, ils diront il a gagné grâce aux armes américaines, donc ça ne sert à rien de changer. Si Poutine perd, ça sera une menace encore plus grande pour les États-Unis. Cette fois, on prendra ça au sérieux. Et donc, je pense qu'ils se désengageront moins de l'Europe. Donc, je dirais que le pari atlantiste, c'est continuer à compter sur Washington. Alors, Washington, donc, qui annonce ce mécanisme via l'OTAN, mais le lendemain, quand on demande à Donald Trump si l'Ukraine doit frapper Moscou, écoutez ce qu'il répond. Zelensky devrait-il viser Moscou ou une région plus en profondeur de la Russie? Non, il ne devrait pas viser Moscou. C'est pour cela que vous lui avez donné plus d'armes? Non, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Êtes-vous du côté de l'Ukraine maintenant? Non, je ne suis du côté de personne. Vous savez de quel côté je suis? Celui de l'humanité. Je veux arrêter le massacre de milliers de personnes par semaine. Je veux faire cesser les massacres. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà de quel côté je suis. Voilà, Donald Trump, effectivement, qui vend ses armes à l'OTAN et qui demande dans le même temps aux Ukrainiens de ne pas frapper Moscou. Oui, non, alors si vous voulez être cohérent, si effectivement, et sur ce coup il a raison, voir les villes ukrainiennes frappées tous les jours par les Russes, ça l'indigne, ce qui est pour le coup est tout à fait normal. Dans ce cas-là, oui, pas de problème, il envoie tout de suite lui-même des armes antiaériennes à l'Ukraine. Il ne les vend pas aux Allemands pour qu'eux-mêmes fournissent les leurs, ce qui au passage prendra des plombes. Ça prendra des mois et des mois. Il est peut-être indigné, mais le portefeuille, le tiroir-caisse, c'est quand même pas loin non plus. Donc c'est quand même une indignation assez sélective. Ensuite, oui, lui, il insiste en réalité sur ce qu'on appelle des armes défensives, en gros, de quoi protéger les villes, même si Mark Rutte, lui, était plus extensif, on va dire, et il parlait d'autres types d'armements. Au passage, si nous, la France, on n'est pas très chaud dans ce deal, c'est parce que nous n'avons pas de matériel américain, tout simplement. Nous n'avons pas de matériel américain à fournir à l'Ukraine. Au passage, si on avait été moins con, on aurait investi il y a 3 ans. Voilà, au lieu de se réveiller un peu maintenant, il y a 3 ans, là, on sortait le carnet de chèques, on établissait les chaînes de production dont parlait Renault, et là, on aurait des chaînes de production qui seraient capables de fournir n'importe qui, de vendre éventuellement, ou de fournir. On aurait des missiles antiaériens, on fabrique les Mamba. Alors, c'est pas tout à fait la même catégorie que le Patriot, mais c'est pas mal quand même. Oui. Si, voilà, on la fabriquerait à la chaîne maintenant, on dirait aux Américains, pas de problème, on peut se passer de vous, on est autonome. Mais on l'a pas fait, on a attendu. On a peut-être cru que cette guerre ne durerait pas finalement. On a toujours, pour un certain nombre de pays européens, continué à vouloir préférer dépendre des Américains. Et puis maintenant, on se retrouve aux situations où il faut payer pour aider. Et voilà. Et c'est du côté américain, ce sont les dividendes de la guerre d'une certaine façon. Alors, alerte de Dmitri Peskov hier, porte-parole du Kremlin, sur réponse à la proposition de Donald Trump. Et dans le même temps, si on réécoute Vladimir Poutine début mai, on sait qu'il souffle le froid et le chaud avec le nucléaire. On va écouter ce qu'il disait il y a quelques semaines. Pourquoi un tel sang-froid durant ces 3 dernières années? Ça aurait pu finir par une guerre nucléaire. Eh bien, il n'était pas nécessaire d'utiliser les armes que vous venez de mentionner et j'espère ne pas avoir à les employer. Je pense que nous avons suffisamment de force et de ressources pour terminer ce qui a été commencé en 2022 et avec le résultat dont la Russie a besoin.
Voilà, tout à l'heure on disait good cop, bad cop, c'est un peu ça, Samantha Bernard, en parlant aussi de Dimitri Medvedev, qui lui parlait de frappe préventive sur l'Occident. Moi, je vois pas beaucoup de bad cop. Je vois pas beaucoup de good cop chez Poutine. Poutine aime quand ce sont ces sous-fifs qui font les grosses menaces un petit peu exagérées. Mais lui, dès le premier jour, il a proféré cette menace. Toute cette guerre a été faite sous la menace du nucléaire. En fait, c'est la première guerre que nous avons qui est vraiment déroulée sous la menace du nucléaire. Toutes les décisions qui sont prises par les Européens sont prises en tenant compte de la menace nucléaire de Poutine. Donc, il dit, nous n'espérons qu'on n'auront pas à les utiliser. Ça veut dire, souvenez-vous, je les ai. Oui. C'est aussi une menace. C'est une menace un peu tordue, mais il n'y a absolument aucun good cop là-dedans. Et il faut aussi se souvenir du fait qu'il n'arrête pas de parler de son Oreshnik. Donc c'est ce missile qui est destiné à porter des têtes nucléaires, qui porte des têtes conventionnelles, qui n'arrête pas de menacer de l'utiliser. Alors il l'a utilisé une fois, il ne l'a plus utilisé depuis. Certains diront que c'est parce qu'il ne fonctionne pas, tout simplement. Il y a même eu des débris de ce qui ressemble à un Oreshnik qui sont tombés au Kazakhstan suite à un essai qui a mal tourné. Donc il faut aussi, mais il faut tenir compte de cette menace. Alors certains vous diront bon, il l'utilisera jamais parce que c'est que du bluff. Mais le problème, c'est que s'il l'utilise, quelle sera la réponse ? Moi, je suis pas convaincue qu'une utilisation nucléaire tactique limitée en Ukraine aura une réponse extrêmement ferme des pays de l'OTAN. Biden avait dit si vous utilisez le nucléaire en Ukraine, toutes les forces conventionnelles russes seront détruites. Sous Trump, je ne suis pas convaincue que ce sera le cas. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, au fur et à mesure, une évolution de la notion de la dissuasion nucléaire, et particulièrement depuis 2022, ça a changé, parce qu'effectivement, autrefois, l'arme nucléaire était considérée comme une arme de dissuasion, une arme de non-emploi. On disait même que le but, c'était de ne pas s'en servir pour garantir la paix. Et en 2022, en fait, ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est qu'il s'est servi du parapluie nucléaire, non pas pour protéger la paix, mais pour justifier la guerre, ou pour justifier qu'on ne puisse pas répondre à sa guerre classique. Donc c'est un peu une sorte d'inversion du principe de la dissuasion, c'est pour envahir tranquillement en étant à l'abri de son parapluie nucléaire et que l'autre ne puisse pas répondre. Ça a en partie marché, puisqu'un grand nombre de pays occidentaux ont tardé à s'engager dans cette guerre. Donc en fait, la dissuasion a évolué. Au début, c'était des tensions croissantes et une arme d'emploi au tout début, puis c'est devenu une arme de non-emploi. La crise des missiles de Cuba en 1962, avec une culmination des tensions à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu une période un peu plus de détente, où on négociait des réductions des armements, qui s'est terminée par l'effondrement du bloc soviétique. Et là, bien, il y a eu une période nouvelle que je qualifierais de bisounours, où on s'est dit que tout ça, finalement, ça coûte cher. Est-ce qu'on s'en servira vraiment ? Il y a eu un petit peu beaucoup de naïveté, je pense. Et puis, on s'aperçoit brutalement maintenant, avec l'invasion de l'Ukraine en 2022, qu'en fait, c'est le retour de la force, le retour de la violence, y compris peut-être de la violence nucléaire. Hélas, c'est l'arme la plus puissante au monde. Un gramme d'uranium, c'est aussi puissant qu'une tonne d'explosifs chimiques. Donc d'un côté, justement, on a des missiles classiques, c'est 400-500 kilos d'explosifs, et puis là, on parle tout d'un coup en dizaines ou centaines de kilotonnes, voire en mégatonnes. Et donc, c'est une arme vraiment extrêmement puissante, et tout ça revient brutalement à la surface, hélas. Mais il faut faire avec et s'organiser. Donc, on se trouve dans une nouvelle situation, un nouveau contexte. Dans ce contexte, effectivement, Bruno Cobi, on découvre via Business Insider que la Russie est en train de moderniser, agrandir 5 de ses bases secrètes. Laura Bouget nous a rejoint. Bonjour Laura, qu'en est-il exactement de ces modernisations de ces bases nucléaires ? Les voici, Sylvia, ces 5 bases réparties sur ma carte, certaines assez proches de l'Europe, d'autres, vous le voyez, un peu plus éloignées. Commençons par la base d'Assipovichi, située en plein cœur de la Biélorussie, le partenaire privilégié de Moscou en matière militaire. Business Insider a comparé 2 photos, une datée de novembre 2022, l'autre de mai dernier. Entre les deux, la végétation est moins touffue, vous le voyez, mais de nouveaux équipements sont apparus. Parmi eux, des clôtures en plus, une rampe de déchargement au milieu des armes, ainsi qu'une antenne de commandement et de contrôle. Un peu plus loin, dans la ville elle-même, se trouve un garage pour lanceurs de missiles Iskander, capable, on le sait, de porter des charges nucléaires.
Entre 2023 et 2025, les images révèlent qu'il s'est nettement agrandi. Vous voyez, les analystes qui ont observé ces images estiment que ces sites biélorusses n'abritent pas encore d'ogives nucléaires, mais se préparent au cas où un transfert aurait lieu. Oui, car les ogives, Laura, elles sont bien en territoire russe. À Gazievo, par exemple, près de Mourmansk, les analystes affirment que des ogives sont bien stockées sur cette base qui abrite les sous-marins nucléaires russes. Ils ont comparé 2 photographies, l'une de septembre 2022, l'autre de mai 2025. Entre les deux, 6 nouveaux bâtiments que vous observez ici. Le stockage des missiles est clairement en pleine expansion, a déclaré un expert au site Business Insider. Autre lieu, autre base, dans l'enclave russe de Kaliningrad, limitrophe de la Lituanie et de la Pologne. Un nouveau petit bâtiment y est apparu entre 2022 et 2025. Changement plus modeste, mais qui pourrait correspondre à une nouvelle fonctionnalité du site, d'après les analystes. Alors enfin, 2 autres bases, Laura, plus éloignées de l'Europe. Il y a celle de Kamchatka, près de la mer de Bering, qui abrite une des bases navales russes de la flotte du Pacifique. Les analystes pensent qu'il s'agit aussi d'un site de stockage d'ogives nucléaires. Et là aussi, entre 2022 et 2025, la modernisation est notable. Une ancienne installation est désormais entièrement recouverte, ce qui empêche les satellites de l'observer de l'intérieur, et un nouveau bâtiment a été installé. Enfin, la base de Severny, sur l'archipel de Novaya Zemlya, au large de la mer de Barents. Elle est connue pour être un site où la Russie mène des essais nucléaires. Et là encore, entre 2023 et 2025, l'installation s'est modernisée avec la construction d'un nouveau bâtiment au sud, désormais achevé. Conclusion des analystes, la Russie a pour politique de maintenir le site prêt à reprendre les essais si nécessaire. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Colonel Goya, qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est dans la droite ligne de la doctrine qui s'est élargie. C'est normal, on modernise ces bases? Oui, alors c'est pas forcément de lien avec la doctrine, mais toujours est-il qu'il y a un renforcement de l'arsenal nucléaire. Le plus inquiétant étant peut-être le fait que le centre d'essai nucléaire soit remis à jour. C'est un investissement énorme. Donc si on le fait, c'est qu'on a quand même une idée en l'air. Je rappelle qu'on ne procède plus à des essais nucléaires depuis 1995 et qu'il n'y a que 2 pays au monde qui peuvent faire de la simulation, qui peuvent se passer d'essais nucléaires. C'est les États-Unis et la France. La Russie, si elle veut tester de nouvelles armes nucléaires, est obligée de le faire en réel et donc en nouvelles armes, ce qui est le centre habituel de leurs essais. Donc oui, on va dire simplement, il se trame quelque chose du côté de la Russie. On veut moderniser son arsenal nucléaire, qui au passage d'ailleurs coûte énormément cher à la Russie. La Russie, c'est quand même le produit intérieur brut de l'Espagne ou de l'Italie, et c'est un pays qui est une superpuissance nucléaire. Pour la France, ça nous coûte à peu près 6 milliards d'euros pour la France, pour un arsenal qui est quand même considérablement inférieur à celui de la Russie. Donc il faut imaginer ce que ça leur coûte, mais ils font un effort colossal, parce que pour eux, c'est aussi c'est un statut de superpuissance. Ils se placent à égalité avec les États-Unis dans ce domaine, donc ils investissent considérablement dans la modernisation aussi de l'arsenal, ce qui ne passe pas sans difficulté malgré tout. Le Combi, quand vous voyez ces images satellites qu'on a vues, que Laura Pouget nous a montrées, avec les modernisations qui sont faites, les agrandissements, qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, c'est tellement secret qu'on en parle à la télévision. Eh bien oui, et qu'il y a des images satellites surtout. C'est assez logique en fait, puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu un rapprochement entre la Biélorussie et Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine nous avait déjà annoncé, ça fait plus d'1 an ou 2 ans, qu'il allait de nouveau placer des missiles en Biélorussie. Et il y a eu un accord qui a été fait avec le président biélorusse à cet effet. Donc c'est parfaitement normal, alors que les têtes nucléaires avaient été sorties de Biélorussie, puisqu'elles vont y revenir, ils construisent des silos, des abris pour pas qu'on puisse les bombarder, etc. Donc ils s'équipent. En fait, ils sont en train de passer à l'étape suivante de ce qu'ils avaient déjà annoncé à l'étape d'avant. Donc ça, c'est parfaitement logique pour ce qui concerne la Biélorussie. Ensuite, pour ce qui concerne les essais nucléaires, c'est parfaitement logique aussi, puisqu'il y a eu, pareil, la Russie a annoncé son retrait du TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui avait fait suite historiquement au traité d'interdiction partielle des effets nucléaires. Donc les essais nucléaires étaient devenus interdits, mais ce traité en réalité n'est jamais rentré en vigueur, puisqu'il fallait, je crois, 44 signatures pour qu'il soit ratifié et qu'il devienne opérationnel, et il n'y en a eu que 36
ou 1937, et notamment les États-Unis et les Russes ont dit qu'ils ne participaient pas. Donc du coup, le traité en fait est complètement caduc, n'existe plus. Oui. Comme ça a été très bien dit par le colonel, vous avez deux pays, les Américains et la France, qui disposent de capacités de simulation d'explosion nucléaire. En France, c'est le laser mégajoule à Bordeaux qui permet d'atteindre des très très hautes températures et de faire des tests pour voir ce qui se passe au sein du déclenchement d'une explosion nucléaire. Mais la Russie a besoin de faire des tests pour moderniser ses armes, pour développer des nouvelles armes. Et donc, pour faire les tests, il faut faire les tests. Donc, il n'y a que les États-Unis et la France qui, pour l'instant, peuvent s'en passer. Mais sachant que le traité d'interdiction des essais est tombé à l'eau, que Vladimir Poutine a annoncé qu'il le respectait, mais que pendant un certain temps, et que de toute façon c'était caduc, ils s'organisent pour reprendre leurs essais nucléaires. C'est parfaitement logique. Et de l'autre côté de la frontière, il y a la Chine qui elle, multiplie les tests nucléaires et les essais de missiles. Donc tout le monde a l'œil rivé sur son voisin. Et on est dans un moment où, après une phase de détente depuis 30 ans jusqu'en 2020, la phase bisounours s'est terminée. Maintenant, tout le monde est en train de voir comment se muscler davantage, comment faire peur, comment avoir des armes encore plus puissantes, de nouvelles générations. Et malheureusement, encore plus grand nombre, souhaitons qu'on ne s'en serve pas. Samantha de Bendern, est-ce que c'est quand on voit ces agrandissements qu'on peut effectivement voir grâce à ces images satellites, donc qui ne sont pas spécialement très secrètes, est-ce que c'est aussi un signal envoyé aux autres puissances ? Oui, c'est un signal. Juste pour en revenir au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la Russie, en se retirant, a quand même dit « mais nous continuerons à l'observer tant que les États-Unis continuent à l'observer ». Et pour le moment, il n'y a pas eu de nouveaux tests nucléaires russes. Beaucoup de gens pensent que le premier signe que nous aurons à l'Occident, que la Russie est en train d'augmenter les risques d'utilisation d'une arme nucléaire, serait qu'elle reprenne ses tests. Ce serait un geste extrêmement fort. Ça permettrait de vraiment dire, voilà, on est là et attention, faites attention, nous avons l'intention d'aller plus loin. Ce serait de commencer par un test. Ça, c'est une première chose. Quant à la modernisation des bases, ce qui est inquiétant, ce qui est plus inquiétant, c'est parce que c'est le fait que l'année prochaine, le nouveau START, donc le traité de réduction d'armes nucléaires stratégiques, qui prévoyait des inspections entre les Américains et les Russes, va s'écouler. Donc les Russes ont déjà dit qu'ils se retiraient. Oui. Mais normalement, il n'y a pas eu de... Ce traité existe toujours. Il devrait être renouvelé l'année prochaine. Et pour le moment, rien ne se passe. Et donc là, les modalités d'inspection... Pour autant, ils se parlent, je veux dire. Ils se parlent, mais les modalités d'inspection entre les deux grandes puissances les inspections n'ont plus lieu. Et ça, c'est quand même plus inquiétant parce que c'était une façon de montrer patte blanche, de dire voilà, on reste conforme à toutes les règles internationales. Le fait que ces inspections, sans doute, n'auront, parce que se sont arrêtées pendant le Covid, et elles n'ont pas repris depuis, enfin je parle sous ce contrôle de Bruno, mais elles n'ont pas repris depuis. Et là, c'est plus inquiétant à mon sens que la modernisation des sites. Allez, restez avec nous. Dans un petit instant, on se posera cette question. Étant entré dans un nouvel âge nucléaire, les piliers de l'ordre nucléaire sont ébranlés mais ne se sont pas effondrés. C'est ce qu'explique Bruno Tertrais dans Le Point. Il nous parle aussi de plusieurs scénarios auxquels nous serons confrontés dans les prochaines années. On verra ce qu'il en est. On verra aussi la position de la France dans tout cela. On se retrouve dans un instant pour le grand dossier sur LCI. Retour sur le plateau du Grand Dossier avec nos invités, nos experts. Mais avant cela, les principaux titres de l'actualité. Avec tout d'abord Tous en noir pour l'homme en noir. Les obsèques de Thierry Ardisson en ce moment même à Paris. Elles ont commencé il y a une trentaine de minutes en l'église Saint-Roch, en présence bien sûr de sa famille, son épouse Audrey Crespo-Mara et ses enfants et de nombreuses personnalités. On a vu Brigitte Macron, Gabriel Attal, l'animateur Arthur ou encore Florent Pagny. C'était le plus vieux prisonnier de France. Après 40 années de prison, le Libanais Georges Ibrahim Abdallah retrouvera la liberté la semaine prochaine. C'est une décision de la Cour d'appel de Paris pour ce militant libanais pro-palestinien. Il avait été condamné en 1987 à la perpétuité pour complicité d'assassinat.
Menace à prendre au sérieux ou énième provocation de la part de Dimitri Medvedev. L'ancien président russe suggère que la Russie lance des frappes préventives contre l'Occident en représailles de la guerre à grande échelle menée selon lui contre Moscou. Propos rapportés par l'agence officielle TASS. On y reviendra dans quelques instants avec mes invités pour ce grand dossier. Mais tout de suite, donc, on se pose cette question. Est-on entré dans un nouvel ordre nucléaire? C'est en tout cas la question que pose Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique dans Le Point. Il brosse ce tableau actuel et pose donc cette question. Non, dit-il, mais il expose également 4 dangers auxquels nous sommes exposés. On va voir lesquels avec vous, Hélène Zellani. Oui, alors ces dangers, on va les prendre un par un, évidemment. Et le premier d'entre eux, selon lui, c'est la Chine. Le risque chinois, tout à fait probable, puisque dans les 10 ans, la Chine devrait parvenir au niveau américain et russe sur le plan nucléaire. Elle a beaucoup accéléré son programme ces dernières années. Et évidemment, la gestion des rapports de force à 3, ce sera forcément encore plus complexe qu'à 2. Le deuxième risque, c'est l'Iran. L'Iran qui pourrait se retirer formellement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et puis autre hypothèse, le pays de l'ayatollah Khamenei pourrait réussir, malgré, on l'a vu, les bombardements récents d'Israël et des États-Unis, pourrait réussir à mettre au point une bombe nucléaire, même rudimentaire. Le troisième risque, c'est Donald Trump. Alors, ça n'est pas les États-Unis en tant que pays, c'est vraiment la personnalité de Donald Trump dont on connaît la versatilité. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et s'il désengageait son pays de la protection de l'Europe, s'il retirait les bombes américaines B-61 qui sont stationnées sur le vieux continent, tout ça pourrait avoir des conséquences sur nous et puis sur l'Ukraine, bien évidemment. Le quatrième risque, c'est l'utilisation de la bombe H. Évidemment, un risque beaucoup moins vraisemblable. Ça reste avant tout, on le sait, une arme de dissuasion. L'utilisation de la bombe pour la 3e fois après Hiroshima et Nagasaki, ça paraît impossible, mais on ne peut pas à 100% l'exclure. Ce serait une immense prise de risque qui pourrait éventuellement tenter la Russie, le Pakistan ou encore la Corée du Nord. Et puis, pour finir sur une note un petit peu plus rassurante, Sylvia, le politologue Bruno Tertrais estime que les piliers de l'ordre nucléaire sont certes ébranlés, mais qu'ils ne sont pas effondrés. Effectivement, merci beaucoup Hélène Zellani pour toutes ces précisions. Bruno Combes, est-ce que ça vous paraît être un tableau fidèle des dangers auxquels nous allons devoir faire face? Je partage tout ce qui a été dit. Quelques remarques. Oui. D'abord pour la Chine, quand on se voyait sur ce plateau ici il y a 2 ans, on disait la Chine elle a 300 têtes nucléaires. L'année dernière on disait elle en a 400. Aujourd'hui on dit elle en a 500. On pense qu'elle en aura environ 1000 en 2030 et peut-être 2000 ou plus en 2035. Et leur but est évidemment d'arriver au même niveau que les Russes ou les Américains qui en ont environ 5000 chacun, un petit peu plus pour les Russes, mais ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien qu'il y a une montée en puissance considérable de la Chine qui d'ailleurs rend très compliqué les accords START dont nous parlait tout à l'heure Samantha, puisque dans les accords START, il y avait surtout les puissances nucléaires de l'époque, c'est-à-dire les Russes, les Américains, et puis les Français, la Grande-Bretagne, etc. Chacun, à l'époque, on discutait pour limiter le nombre de têtes, voire pour les réduire. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire d'accord START sans la Chine, ça n'aurait plus de sens. Et à partir du moment où la force de dissuasion anglaise ou française doit maintenant couvrir l'ensemble de l'Europe et qu'on parle de suffisance quand on parle de dissuasion nucléaire, eh bien il faut peut-être que l'Europe soit peut-être pas 5000, mais enfin, peut-être monter en puissance pour couvrir un territoire beaucoup plus vaste, donc avoir plus que les 225 aujourd'hui de la Grande-Bretagne et les 290 de la France qui fait environ 515 têtes nucléaires. Et pour couvrir toute l'Europe, peut-être il en faudrait davantage. Donc les accords START sont complètement remis à zéro avec des discussions beaucoup plus compliquées du fait de cette croissance de certains des acteurs qui sont arrivés plus tard et qui donc vont pas vouloir discuter une réduction de leur nombre de têtes, ils veulent continuer à croître. Donc ça rend la situation plus compliquée et plus instable, comme nous l'explique parfaitement bien Bruno Tertrais. Ensuite, pour ce qui concerne l'Iran, bien là aussi il y a des incertitudes. Ils ont donc annoncé, puisque ça a été voté par leur Parlement et confirmé par le président, qu'ils ne coopéraient plus pour le traité de non-prolifération nucléaire. Pour autant, ils n'ont pas encore annoncé qu'ils s'en retiraient.
Les mots sont subtils, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a une procédure de retrait qui est prévue dans ce traité, et la procédure consiste à notifier, c'est le terme consacré, les autres membres du traité, c'est-à-dire les 191 pays qui l'ont signé, il faut leur notifier qu'on se retire. Or ça n'a pas été fait, il n'y a pas un courrier qui a été envoyé ou qui a été reçu pour l'instant. Donc, mais ils n'ont peut-être pas intérêt à le faire tout de suite, plutôt à continuer à avoir un programme un petit peu caché comme c'était jusqu'à maintenant, parce qu'ils voient bien que quand ils en parlent trop, ils se prennent des coups en retour. Donc je pense que ça va probablement pas beaucoup bouger. Ils vont reprendre leur programme caché comme ils le font depuis 30 ans. Et quand on va l'apprendre, ça va être très tard, juste avant le test, ou peut-être le jour même, ou juste après. Mais il y a de fortes chances qu'on n'en entende plus beaucoup parler jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'Iran est en train, cette fois, vraiment de devenir le 10e pays au monde doté de l'arme nucléaire. Oui, je pense que s'il y a quelque chose à ajouter, c'est que on est dans un contexte où il y a un vrai risque de prolifération nucléaire. Il y a une banalisation de l'emploi du mot nucléaire qui, il y a 3-4 ans, parlait du nucléaire sur les plateaux de télé. C'était l'époque bisounours, ce que vous dites. Voilà, l'époque bisounours. Bien là, c'est les ours qui sont adultes et qui ont des grandes dents qu'on voit. Mais donc, à la fois, il y a cette banalisation. Le Premier ministre Donald Tusk, il y a quelques semaines, a parlé du fait que la Pologne devrait peut-être avoir sa propre dissuasion nucléaire. Les Allemands en parlent. Pour le moment, c'est de la rhétorique, mais ce sont des mots, ce sont des concepts qui auraient été absolument tabous il y a quelques années. Avec des débats relancés dans certains pays, comme l'Allemagne, effectivement. Les Ukrainiens qui n'arrêtent pas de dire « nous n'aurions jamais dû se débarrasser de nos têtes nucléaires sur lesquelles ils n'avaient pas le contrôle », mais bon, ça c'est un autre débat. Et à la fois, une prise de conscience des pays dotés que l'arme nucléaire n'est pas peut-être la panacée, le bouclier total contre toute invasion, parce que dans des pays comme la France et la Grande-Bretagne, qui sont dotés de l'arme nucléaire, les Britanniques, il y a une dépendance sur les Américains, mais ça aussi, c'est peut-être un petit peu trop à élaborer ici sur le plateau. La France est totalement autonome, mais il y a un manque de profondeur conventionnelle. Donc si vous êtes face à un ennemi, mais un ennemi qui vous attaque, à quel moment allez-vous déclencher l'apocalypse? Parce que c'est ça, c'est que soit on se laisse faire, finalement, soit c'est l'apocalypse, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui la capacité de vraiment mener une défense à long terme, comme le font les Ukrainiens aujourd'hui, en France et dans d'autres pays européens. Si un pays européen de l'OTAN est attaqué, que va-t-il se passer? Est-ce que l'OTAN va réagir conventionnellement si les États-Unis ne le font pas? Ou bien est-ce que ça va être tout de suite l'apocalypse? Les Français et les Britanniques ont fait une belle déclaration. Les détails, pour le moment, ne sont pas disponibles. Mais elle reste très floue. C'est une volonté, si vous voulez, c'est un peu une déclaration d'amour, mais il n'y a pas encore le mariage. Oui, pour autant, c'est quand même un tournant, Renaud Pilat, cette déclaration, cet accord de Northwood, qu'on a largement commenté il y a quelques jours. Je crois pas. Je crois pas. C'est symbolique. Encore une fois, c'est la première fois dans le monde que deux pays dotés de l'arme nucléaire discutent et parlent d'une coopération, un groupe de liaison, mais quand on voit à quel point chacun des pays veut rester autonome, notamment la France et la Grande-Bretagne, même si elle est, Samantha le rappelait, le système de la double clé, il reste quand même... C'est pas une double clé, c'est plus subtil que ça. La vérité, c'est que la décision, elle est aux mains des Britanniques, c'est le Premier ministre et lui seul qui décide, mais tout l'arsenal nucléaire dépend d'une maintenance américaine. Et si les Américains arrêtent d'apporter leur soutien logistique de maintenance à l'arsenal nucléaire britannique, et bien en bout de 6 mois, il serait plus fonctionnel. Donc la décision peut être prise seule, mais à long terme, s'il y a un froid entre les États-Unis et le Royaume-Uni, eh bien, ce ne sera plus possible de garder en état l'arsenal nucléaire, à moins, par exemple, de coopérer avec un autre pays doté et de vraiment consommer ce mariage franco-britannique, qui, pour le moment, n'est pas consommé. On les écoute justement, Keir Starmer et le président Macron, sur cet accord historique et inédit. Nous avons signé la déclaration de Northwood, qui a confirmé pour la première fois que nous coordonnons nos dissuasions nucléaires indépendantes. À partir d'aujourd'hui, nos adversaires vont savoir que s'il y a une menace extrême vis-à-vis de ce continent,
Cela donnera lieu à une réaction de nos deux pays. Nous avons décidé de coordonner nos doctrines nucléaires de manière totalement inédite. À ma connaissance, il n'y a pas 2 pays au monde qui ont une telle intimité sur leur doctrine nucléaire désormais. Voilà, on parle même d'intimité, Renaud. Le président, effectivement, connaît Goya. Oui, non, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire que s'il y a une crise majeure, on s'appelle. Voilà. On se dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, je sais pas, moi j'hésite, toi, bon, on fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire en réalité. Parce que concrètement, la décision est forcément souveraine. Avec, au passage, quelques éléments, de doctrine qui sont un peu différents. On n'a pas tout à fait, je crois qu'on l'évoquera, on n'a pas tout à fait le même arsenal. Oui. La doctrine française prévoit, par exemple, de faire si vraiment les choses sont très sérieuses, si on s'approche en réalité des fameux intérêts vitaux, on va commencer par lancer une frappe d'avertissement. L'ultime avertissement. Bon, ça, les Britanniques, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une frappe d'avertissement sans avertir les Britanniques, en accord avec eux. Il y a plein de problèmes très concrets qui se posent. Maintenant, oui, je pense qu'en réalité, c'est une décision qui est politique. C'est un affichage politique. On dit, voilà, maintenant, nous sommes vraiment alliés à tel point que, voilà, on est même dans le nucléaire, on est ensemble. Les réarrimer à l'Union européenne. Oui, voilà, c'est un nouveau pas vers une alliance militaire franco-britannique. Maintenant, dans les faits, le nucléaire, c'est quand même très particulier et ça ne se partage pas. Justement, colonel, vous disiez, à eux deux, la France, la Grande-Bretagne maîtrisent à peu près 500 armes nucléaires. On va regarder l'état des stocks dans le monde avec cette carte qui va apparaître. On regarde effectivement la puissance russe, la puissance américaine qui sont nettement supérieures. Mais il y a toutes les composantes terrestres, aéroportées, sous-marins. Alors, d'abord, première chose, quand on parle d'ogive, il y a plusieurs types d'armes nucléaires. Celles qui sont véritablement opérationnelles, c'est-à-dire celles qui sont dans les missiles ou prêts à être mis dans des missiles. Donc, ça, c'est les opérationnels. Par exemple, du côté américain et du côté russe, on est à peu près à 1700 ogives opérationnelles. Pas 5000. Hein. Le reste est stocké et bon, ça sert plus à... Un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, sont en cours de destruction. Ensuite, ça a été évoqué... Justement, oui. Colonel, à quoi ça sert de les compter? 5244, vous nous dites qu'il y a des armes en réserve, des armes opérationnelles et des armes qui sont retirées. Est-ce que toutes ces armes-là, c'est dans ce chiffre-là? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en réalité, celles qui sont les plus importantes, celles qu'il faut comptabiliser, c'est les armes opérationnelles. Et à la limite, on devrait comptabiliser le nombre de missiles, de sous-marins, de ceux qui peuvent être tirés tout de suite. Voilà. Et ensuite, petit détail, je rappelle que la France, on en a eu jusqu'à 600. Hein, donc, on a réduit aussi considérablement notre capacité. Voilà, que vous dire d'autre? La Chine. La Chine fabrique une arme nucléaire tous les 3 jours. C'est ça la norme, elle va fabriquer pendant les années. 600, mais point d'interrogation sur la Chine quand même. Oui, parce que ça va augmenter et le but c'est d'avoir un nombre, et ce sont pour la plupart des armes opérationnelles. Le but c'est d'avoir une égalité avec les États-Unis, qui de ce coup vont se retrouver dans une situation assez inconfortable, ou dans la mesure où l'arsenal russe plus un arsenal équivalent chinois dépassera les capacités américaines. Bon, et là, vous allez me dire, bon, ok, après tout, qu'est-ce que ça fait? Il faut bien comprendre que le principe de base de tous ces arsenaux, c'est ce qu'on appelle la capacité de seconde frappe. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour que, quelle que soit l'ampleur de l'attaque qu'on va subir, l'ampleur de l'attaque nucléaire qu'on va subir, il en restera toujours pour riposter et provoquer des ravages absolus dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle on a des systèmes qui sont différenciés. Alors justement, l'arme terrestre, aéroporté, sous-marin, est-ce qu'il faut les 3 pour être vraiment dissuasif? Là, on voit sous-marin, aéroporté, sous-marin. Le principe de base, c'est de ne pas avoir les œufs dans le même panier, tous les œufs dans le même panier. C'est uniquement ça. Hein. C'est-à-dire que si vous attaquez nucléairement un pays, vous ne pourrez pas tout détruire en même temps. Vous pouvez difficilement attaquer simultanément les sous-marins. Déjà, les sous-marins sont très difficiles à déceler. Les bases aériennes, les silos. Et donc, encore une fois, il reste toujours une grosse capacité pour riposter. C'est la raison pour laquelle on diversifie. La France avait diversifié ce qu'on appelle la triade. On avait aussi dans le plateau d'Albion des systèmes de tir sol-sol avec des missiles à moyenne portée. On les a supprimés, on considérait que c'était quand même trop cher et qu'avec 2 systèmes, c'était suffisant comme diversité. La particularité des Britanniques, entre autres, c'est pas les seuls, mais la Britannique, c'est qu'ils n'ont qu'un seul système. Et donc, ça les rend plus vulnérables d'une certaine façon si ça ne marche pas très bien. On a vu par exemple les 2 derniers tests de lancement de missiles Trident par les sous-marins ont échoué.
Et là, qu'est-ce qui se passe si vos sous-marins ne fonctionnent pas? Et vous avez que ça. Donc ça, c'est un premier problème. Puis, si un jour, par exemple, on arrive à déceler les sous-marins, ça devient très compliqué. Donc nous, on a la sagesse d'avoir deux systèmes, d'autant plus que le système aéroporté, on a à peu près une quarantaine sur ces 290, il y en a 40 qui peuvent être portés par avion, avec son des missiles. C'est visible, on peut le rappeler, on peut faire un peu de gesticulation avec, alors qu'un sous-marin, une fois qu'il est caché, une fois qu'il a tiré, c'est fini. Là, on part tout de suite dans l'apocalypse, parce qu'une fois qu'il a tiré, il sera décelé et on passe dans toute autre chose. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, restez avec nous sur le plateau du Grand Dossier. Dans un petit instant, on reviendra sur ces déclarations, parce que c'est vrai que le nucléaire est dissuasif, mais il n'y a pas que ça. L'ancien président russe Dmitri Medvedev menace de nouveau l'Occident. Il menace cette fois de frappe préventive sur l'Occident. On y revient dans quelques instants sur LCI. Le grand dossier se poursuit avec nos invités, nos experts. On va revenir sur les toutes dernières déclarations tonitruantes de quelqu'un qu'on connaît bien, l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Il a l'habitude de ces sorties surprenantes. Regardez ce qu'il vient de dire cet après-midi. La nature perfide de l'Occident et son sentiment déformé de supériorité sont toujours évidents. Nous devons donc agir en conséquence, en ripostant pleinement, voire en lançant des frappes préventives si nécessaire. Alors, plusieurs choses à décrypter dans ces déclarations. Colonel Goya, qu'est-ce qu'il veut dire par frappe préventive tout d'abord? Il faudrait lui poser la question, c'est-à-dire est-ce qu'il parle de nucléaire déjà des frappes. Il n'y avait pas le mot nucléaire. Il n'y a pas le mot nucléaire, effectivement. Donc il dit en gros il faut attaquer le premier. Mais ça, à la limite, c'est presque dans l'ADN russe, quoi, hein. C'est-à-dire on est menacé, toujours menacé. Tout le monde entier nous en veut. On veut nous attaquer de tous les côtés. Et la meilleure façon de se protéger, c'est d'attaquer les premiers. Ça, ça fait des dizaines d'années qu'on voit tous les plans du pacte de Varsovie. C'était l'OTAN va nous attaquer, donc il faut envahir les premiers. Et donc, on est menacé de tir, il faut frapper les premiers. C'est à peu près toujours la même chose. Maintenant, on est sur du Medvedev. Hein, donc oui, faut pas, dans le texte. Dans le texte, hein, vous parlez de déclaration tonitruante. Medvedev, c'est un pléonasme. C'est toujours outrancier. À la limite, ça peut servir un peu de ballon d'essai ou de menace. Mais d'accord, ils vont lancer des frappes préventives. En avant, qu'ils le fassent. Et à eux d'assumer après les conséquences. Des frappes préventives nucléaires, il y aura des ripostes nucléaires également, c'est le principe de base de la dissuasion. Et si ce n'est pas nucléaire, il pense à quoi? Par exemple, aller peut-être frapper des armes qui arrivent en Ukraine? Oui, mais avec l'antifait. Des armes même qui sont peut-être stockées chez un voisin frontalier? Oui, alors peut-être avec si les Russes ont développé une capacité de frappe balistique par missile aussi importante, c'était aussi au départ, parce qu'il y a une trouille bleue de l'armée américaine, en fait, des forces armées américaines, et que pour eux, c'était un moyen de ne pas utiliser trop vite, de ne pas recourir trop vite aux armes nucléaires. En disant, voilà, s'il y a un stade intermédiaire, on a une force de frappe conventionnelle très importante qui nous permet de faire mal sans recourir forcément au nucléaire. Cette force de frappe, ils l'ont cramée en Ukraine complètement. Ils l'ont reconstituée d'une autre manière, mais leur idée, ça peut être ça, mais ils auraient pu le faire depuis longtemps, mais sachant que si vous bombardez, je ne sais pas moi, une base en Pologne, c'est un acte de guerre, hein, tout simplement. Oui. Quoi. Et donc, vous aurez une riposte équivalente, et là, on bascule dans autre chose. On franchit le seuil de la guerre ouverte, en réalité. Chose que tout le monde cherche à éviter depuis longtemps, et pour de bonnes raisons, parce qu'on sait que ce seuil de la guerre ouverte, une fois franchi, entre puissances nucléaires, ça permet... ça approche très vite dans notre seuil que tout le monde veut absolument éviter, c'est celui de l'emploi des armes nucléaires. Samantha Bendern, à qui s'adresse-t-il, Dmitri Medvedev? Est-ce qu'il s'adresse à Donald Trump, qui a annoncé effectivement ce mécanisme via l'OTAN en début de semaine? Est-ce qu'il s'adresse à d'autres puissances? Est-ce que c'est une réaction justement à ce mécanisme qui a été dévoilé?
Alors, réaction, je pense que oui, d'une certaine façon, mais c'est pas la première fois que Medvedev dit ça. Et c'est pas le seul à avoir dit. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dit plus ou moins en même temps que l'annonce de Donald Trump en début de semaine. Il a dit finalement, ce sont tous les pays de l'OTAN qui sont responsables de cette escalade. L'Ukraine est prisonnière de ces méchants pays de l'OTAN qui veulent la pousser à faire la guerre. Est-ce que c'est un scénario plausible dont on parle de frappe conventionnelle, pas forcément de frappe nucléaire? C'est en tout cas un scénario que regardent les wargamers occidentaux dans les capitales occidentales, donc les personnes qui essayent d'élaborer des scénarios d'une attaque russe pour voir quelles seraient les options de riposte. Je parlais à Renaud pendant la pause d'un wargame qui a été fait il y a quelques semaines au Royaume-Uni avec l'ancien ministre de Défense Ben Wallace, dans lequel ils envisagent une frappe conventionnelle sur le Royaume-Uni. Et quelles seraient les possibilités de riposte des Britanniques avec ou sans contrôle américain du bouton nucléaire? En dessous du nucléaire, il n'y avait pas beaucoup de chances de riposte. Et ça, les Russes le savent. Et qu'est-ce que les Russes pourraient avoir envie de faire? Ils pourraient avoir envie de faire une petite frappe sur un pays de l'OTAN, que ce soit un pays limitrophe de la Russie, que ce soit un pays d'Europe centrale, pour voir quelle serait la réaction. Parce qu'à ce moment-là, l'OTAN, et la France y compris, seraient confrontés à un choix terrible. Oui. C'est soit rentrer en guerre avec la Russie, et donc, comme le disait Michel, avoir deux puissances nucléaires qui sont en guerre l'une avec l'autre, soit ne rien faire. Et s'il n'y a pas de réponse militaire, eh bien, ça voudrait dire que l'Alliance Atlantique a perdu sa raison d'être. Et donc, la Russie aura gagné. Elle aurait réussi à détruire l'OTAN sans vraiment faire la guerre à l'OTAN. Parce qu'une petite frappe, c'est pas forcément le début d'une grande guerre si l'autre ne répond pas. Et c'est ça le scénario qui fait le plus peur aux personnes qui regardent les stratégies de développement. C'est une petite attaque qui n'aurait pas une réponse adéquate. Et c'est pour ça que, par exemple, Thierry Burkhardt et d'autres insistent sur le fait de s'armer pour que cette guerre n'ait pas lieu. Oui, de préparer la guerre pour qu'elle n'ait pas lieu. Oui, confronté il n'y a pas de guerre. À ce choix, parce que c'est un choix cornélien. Il n'y a pas de choix qui permette à qui que ce soit de sortir victorieux, ne serait-ce éventuellement que la Russie. Bruno Combi. Oui, c'est le principe de base de la dissuasion. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est vrai que dans cette phase un peu de détente, de négociation, de réduction des armes nucléaires, et qu'on peut qualifier de bisounours, eh bien, on a des armes de très bonne qualité en France, mais on n'en a pas beaucoup. Et la Grande-Bretagne, si on parle de l'arsenal classique, ils en ont encore moins que nous. Donc, effectivement, ils n'ont pas une grande capacité de riposte. Et donc, la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, la France et tous les autres pays européens, je ne parle même pas de l'Allemagne, qui n'a ni capacité nucléaire et pas grand-chose comme armée non plus, et d'un certain nombre d'autres pays, l'Autriche, etc. Donc, on est face, en fait, à une réduction de notre armée. Et il va falloir remonter en puissance, mais comme ça a été dit, il faut le temps non seulement de construire les munitions, les tanks, les canons, etc., mais même de construire les usines qui construisent les munitions, les tanks et les canons, ce qui prend du temps. Donc aujourd'hui, on n'est pas prêt pour faire la guerre, d'où l'intérêt de se serrer les coudes. C'est un petit peu le sens de l'accord qui vient d'avoir lieu, à plusieurs, pour qu'il y ait une plus grosse riposte quand même, si riposte il devait y avoir, mais ça va prendre un certain temps. Et en attendant, il ne faut pas être démuni. Donc il faut s'organiser, il faut remonter en puissance. C'est ce qui est fait avec les lois de programmation militaire qui prévoient une augmentation du budget. On peut se poser la question de savoir si c'est suffisant, même parce qu'on est loin de l'économie de guerre, même avec 3,5%, même avec 5%. Et donc il faut remonter, avoir un armement à la fois classique et pour d'autres pays, dans le cas de la Grande-Bretagne, nucléaire, plus opérationnel, plus à jour, avec des missiles qui marchent mieux, qui soient mieux testés. C'est aussi le sens de cette coordination dont parle Macron, c'est que la France dispose d'un certain nombre d'installations pour la mise au point et pour la maintenance dont on parlait des armes nucléaires, que la Grande-Bretagne n'a pas, puisque c'est fait aux États-Unis et qui ne sont pas sûrs que ça va continuer. Donc on a en France des réacteurs
réacteurs de recherche ou d'essais qui permettent de tester un certain nombre de choses sur les armes. On a des installations de maintenance pour les armes nucléaires qui, je crois, intéressent beaucoup aussi les Britanniques. Alors, vous parliez de Sergueï Lavrov tout à l'heure. On va l'écouter parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit dans le sonore qu'on va à présent écouter. En gros, il dit c'est pas Trump le problème, ce sont les Européens. Écoutez-le. Nous voulons comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration sur les 50 jours. Auparavant, il s'agissait de 24 heures, puis de 100 jours. Nous sommes tous passés par là et nous voulons vraiment savoir ce qui motive le président des États-Unis. Il est clair qu'il subit une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et des dirigeants de l'OTAN qui soutiennent imprudemment les demandes de Zelensky de continuer à lui fournir des armes, y compris des armes offensives, au prix de dommages de plus en plus importants pour les contribuables des pays occidentaux. Voilà, Renaud, qu'est-ce qu'il faut lire quand on écoute Sergueï Lavrov ? La Russie, effectivement, de Poutine ne menace pas directement les États-Unis parce que c'est chaque année 800 milliards de dollars de budget. Et donc, lorsque vous avez un mastodonte, vous ne voulez pas provoquer, d'une part, les États-Unis. D'autre part, ils n'ont pas renoncé à faire du commerce avec les États-Unis sur l'énergie, sur l'intelligence artificielle, sur tout un tas de domaines sur lesquels et Poutine et Trump. C'est pour ça que Trump hésite, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, il joue le darwinien, que le meilleur gagne. Ne veut pas prendre vraiment position pour l'Ukraine. Deuxièmement, pourquoi il s'adresse aux Européens et pas aux États-Unis ? C'est que son objectif, c'est de faire imploser l'Union européenne depuis des années. Et progressivement, il peut y arriver. Lorsque vous voyez les divisions européennes... Qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un 18e paquet de sanctions. Voilà, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les sanctions, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la construction d'un pilier européen de la défense avec une industrie européenne extrêmement costaud, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur même les stratégies économiques, qui ont des... Pardon ? Les droits de douane. Les droits de douane, chacun pour soi, l'achat d'armes américaines. Donc si on se projette à 5 ou 10 ans, progressivement, Poutine, il peut effectivement provoquer, si ce n'est une implosion, en tout cas de profondes divisions, qui fait qu'effectivement, s'il y avait une approche sur un des pays frontaliers, eh bien, les Européens ne seraient pas en mesure, de façon unie, de riposter. Alors, dans ce contexte, la nouvelle revue nationale stratégique, elle a été publiée cette semaine et on va se pencher sur l'un des points de cette revue, les Européens face au risque de guerre et à l'isolement stratégique. Regardez ce que dit la revue. La réalité de la menace russe est désormais sans équivalent. L'hypothèse d'une nouvelle agression russe contre l'Europe d'ici 3 à 5 ans est centrale pour les intérêts de sécurité du continent. Alors, cela rejoint après tous les rapports de renseignement qu'on a déjà lus, les Lituaniens, évidemment les Allemands que l'on commente ces dernières années, ça va évidemment dans le même sens, collègue Goya. Oui, bien sûr, mais ça fait en réalité, oui, ça fait des années qu'on est à peu près d'accord sur la situation, avec cette idée que la Russie peut attaquer, peut en périphérie mener des coups de force, peut sur l'ensemble du globe, et plus particulièrement le reste du continent européen, peut mener des actions clandestines, des actions de compétition, confrontation, etc. Suivez-moi, colonel, on va voir tout cela en carte et on va évidemment comprendre l'état de ces menaces et des différents scénarios. Voilà, effectivement, comme vous le disiez, première carte, c'est celle de certains pays de l'OTAN. C'est ce que dit effectivement la revue. Des attaques possibles contre l'un des membres. Oui, en réalité, tout ça, on y pense depuis 2014. Le point clé, c'était l'invasion de l'Ukraine, de la Crimée en février 2014. Et dès à cette époque, dans les armées, j'y étais encore, on se disait, bon voilà, oui, effectivement, les Russes peuvent mener des coups. Des attaques éclairs. Ils ont la capacité en quelques jours de placer tout le monde devant le fait accompli. Ils sont emparés de l'Ukraine, ils avaient attaqué la Géorgie déjà un peu de la même façon. Ils ont attaqué 2 fois dans le Donbass en 2014 et en 2015. Donc voilà, ils n'hésitent pas à faire des coups. Et bien sûr, après, il y a eu l'Ukraine à grande échelle. Et donc, voilà, c'est leur pratique. Ils auront des moyens supplémentaires. Et donc, depuis cette époque, on se dit, où est-ce que les Russes peuvent lancer des coups ? On regarde la carte. Et évidemment, à l'époque, on pense
immédiatement aux pays baltes. Oui. Petit pays, petite population, petites armées. Une attaque russe peut s'emparer de ces pays en quelques jours et placer tout le monde devant le fait accompli. On n'aura pas eu le temps de réagir, on n'a pas eu le temps de mettre des renforts. Et c'est la raison pour laquelle on a placé, depuis 2014, des forces. Vous avez des forces de l'OTAN, vous avez des forces françaises en Estonie. Alors on appelle ça des forces détonateurs. Hein. C'est 300 soldats français, vous avez des Britanniques, etc. C'est pas ça qui arrêtera une division blindée russe, mais ça obligera les Russes à combattre des Français, à combattre des Britanniques. Et là, c'est une sorte de dissuasion politique. Et les Russes qui vont aussi renforcer la frontière tout au long de la fin. Tout à fait. Là, toutes les infrastructures que l'on constate du côté russe, les travaux, c'est dans cette région. Ils ont même créé une nouvelle région militaire et tout indique que, voilà, pour l'instant, ils se préparent. Il y a des bases qui sont en train de se créer. Et donc, très clairement, la guerre en Ukraine s'arrête. Le centre de gravité militaire de la Russie se porte dans cette région. Alors, autre menace identifiée par la France, elle se passe dans les Balkans. Oui, alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de sympathies russes dans la région, en particulier en Serbie ou dans les républiques serbes. Là... Alors, il n'y a pas imaginer d'intervention russe militaire dans la région. En revanche, il y a la possibilité d'utiliser toutes ces sympathies pour déstabiliser la région. C'est-à-dire que si on se retrouve à nouveau avec une guerre en ex-Yougoslavie, comme celle qu'on a connue dans les années 90, vous avez un énorme problème au cœur de l'Europe qu'il faudra également gérer. Je précise que une des origines quand même de la crise, de la tension forte entre la Russie et les pays de l'OTAN, c'est quand même la guerre de 99 contre la Serbie, lancée par l'OTAN sur initiative des États-Unis, et l'indépendance du Kosovo. Ça, les Russes n'ont jamais digéré. Alors, troisième scénario, le voisinage européen en Moldavie, la Transnistrie, évidemment. Oui, alors là aussi, on est quand même loin des unités militaires russes. Si les Russes avaient réussi à percer au-delà du Dniepr, à prendre Odessa, à rejoindre la Transnistrie, je rappelle qu'ils occupent militairement la Transnistrie, on aurait pu imaginer effectivement une menace directe contre la Moldavie, petit pays, et qui pour le coup n'est même pas dans l'OTAN, qui est devant la muraille de l'OTAN, et donc particulièrement vulnérable. En l'occurrence, pour l'instant, on assiste surtout à des déstabilisations, des opérations de déstabilisation interne, politique en Moldavie. Mais donc ça fait partie du niveau de confrontation, contestation, comme vous voulez, sous le seuil de la guerre ouverte. Alors, la revue nous apprend aussi que le risque maximal serait qu'une telle agression soit concomitante d'une opération majeure sur un autre théâtre ailleurs dans le monde, entraînant alors une diversion des forces américaines. On va le voir sur cette carte, colonel Goya, c'est le scénario d'une diversion de Poutine et de deux guerres majeures. Là, le paramètre, c'est le paramètre américain en réalité qui est important dans cette affaire. C'est-à-dire que les Américains sont les plus forts, mais ne peuvent pas être forts partout en même temps. Et donc, on peut assister à une situation où, comme en 1950, les Américains sont obligés d'intervenir en Corée. Donc le centre de gravité militaire américain se retrouve en Corée. En 1965, c'est au sud du Vietnam. Et pendant ce temps, l'Europe est en réalité désertée par les Américains militairement. Ils ne peuvent pas être partout. Heureusement, à cette époque, ils ont encore une supériorité nucléaire qui fait qu'ils restent quand même très dissuasifs. Mais on peut imaginer aussi des scénarios où les Américains seront occupés ailleurs qu'en Europe, massivement, et éventuellement à Taïwan, bien sûr, on imagine. Là, vous avez tout autour de Taïwan, vous avez des bases américaines. Si Taïwan est attaqué, ça déclenchera probablement un conflit majeur entre la Chine et les États-Unis. Et dans ce cas-là, effectivement, les Européens seront seuls. Allez, on peut aller sur ça parce qu'on va écouter également nos invités sur ce dernier scénario. Les Américains, effectivement, l'Europe et l'Amérique qui se retrouveraient face à une multiplicité de défis dispersés. Samantha Bernard, c'est un scénario qui est plausible. Il a d'ailleurs été totalement évoqué par Mark Rutte, c'était le New York Times d'ailleurs qui le relatait. Oui, et puis vous parlez aux pays d'Europe de l'Est, je pense en particulier aux pays baltes, à la Pologne. Eux sont déjà en train de se préparer. D'abord, les pays baltes sont sortis du traité d'Ottawa
qui interdit l'utilisation de mines antipersonnelles et vont miner leurs frontières. Ils sont en train de construire, les Finlandais aussi sont en train de construire d'énormes infrastructures sur leurs frontières, des énormes murs de barbelés pour empêcher... Et dans le dragon également. Voilà, ils sont en train de préparer à l'intérieur des terres des tranchées avec des dents de dragon pour ralentir une éventuelle invasion terrestre. Et puis surtout, le risque d'autres attaques, les attaques cyber, les attaques sur les infrastructures énergétiques. On a vu aussi dans des pays de l'OTAN, par exemple au Royaume-Uni, on a vu en Pologne, on a vu en Allemagne, des incendies dans des entrepôts de DHL, des attaques contre les GPS des avions civils, y compris l'année dernière une attaque contre le GPS de l'avion qui transportait celui qui à l'époque était le ministre de la Défense britannique. Donc la Russie est déjà en guerre avec nous. Oui. Alors c'est pas une guerre qui a franchi le seuil traditionnel de la guerre, mais pour les Russes, de leur mentalité, ils sont en guerre. Ils ont utilisé au Royaume-Uni des armes radiologiques et chimiques. Ils ont déjà passé ce stade. Ils ne l'ont pas fait en France, mais c'est une situation de grande tension. Et puis le plus important, c'est la guerre informationnelle pour diviser nos sociétés, pour créer le chaos, pour semer le doute et l'incertitude et rendre, si vous voulez, la captation et de nos élites et des populations beaucoup plus facile. L'idéal, ce serait d'affaiblir l'Union européenne et l'OTAN sans avoir à passer un seul coup de feu. Renaud Pilat, on a vu la carte tout à l'heure, effectivement, où on voit la Chine qui pourrait tenter d'envahir Taïwan et la Russie tenter d'attaquer un des membres de l'OTAN. Est-ce qu'on peut dire que la tentative de Trump, finalement, de détacher Moscou de la Chine a échoué ? Oui, je crois qu'elle a échoué parce que l'objectif de la Chine, c'est avant tout de dépasser les États-Unis dans plusieurs années sur le plan économique et le plan militaire. Il me semble que Poutine est un allié encombrant parce que la Chine n'a pas intérêt à la guerre pour différentes raisons que Trump. Trump n'aime pas la guerre, il aime que le business. La Chine, c'est un peu ça, mais elle a intérêt dans cette zone-là à avoir du commerce et de l'échange de biens et des personnes. Vous avez, dernière chose, une certitude, c'est que on a actuellement une guerre mondialisée. On le voit. Les États-Unis, la Corée du Nord qui aide les Russes, on passerait là à une guerre mondiale, dont on ne peut bien sûr évaluer l'issue. Allez, Bruno Combi, pour conclure. Oui, il ne faut pas oublier que la Chine sont d'excellents joueurs de Go. Moi, c'était mon jeu favori aussi. Et en l'occurrence, les Chinois sont très malins. Ils laissent les Américains et les Russes se taper dessus et épuiser un petit peu leurs armes progressivement. Donc l'OTAN engage ses canons, ses radars, etc. Les Russes, pareil. Et puis pendant ce temps, les Chinois, ils ont des usines d'armement de plus en plus grosses qui fabriquent de plus en plus d'armes et de canons. Et ils se préparent tranquilles pour envahir Taïwan quand tout le monde aura affaibli ses arsenaux de l'autre côté. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre, d'être venus dans ce grand dossier sur LCI.